Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du guide de survie du thésard, le premier consacré à l'après-midi. Si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé là maintenant, je vous conseille d'aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et puis de mode d'emploi, et ensuite de faire les épisodes dans l'ordre. Si vous êtes là en connaissance de cause, après avoir suivi les épisodes du matin et ayant encore un long chemin avant la nuit, parce que vous cherchez à survivre à votre thèse, à votre HDR, à votre internat, ou parce que vous avez un chercheur domestique qui n'est pas en forme et que le veto est fermé, eh bien c'est parti. Alors, cet item est placé en début d'après-midi, histoire qu'il puisse s'insérer facilement dans votre pause déjeuner, mais en réalité, si vous allez au travail, au labo, à la fac, à la bibliothèque ou que sais-je, à pied matin et soir, vous pouvez tout à fait compter votre trajet dans ce temps-là en fait. Ce qui compte, c'est d'atteindre 30 minutes chaque jour. Cette recommandation, ça ne vient pas de nulle part, c'est celle de l'OMS qui est basée sur les dernières études en date et qui indique que prévenir les maladies liées à la sédentarité, comme l'ostéoporose, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires ou le diabète, nécessite entre 30 et 40 minutes d'activité modérée chaque jour. Alors, en réalité, la recommandation est par semaine. Mais s'il y a bien un truc que j'ai appris tout au long de ces années, c'est que tous les systèmes à base de « non, mais je glande rien de la semaine, d'accord, mais je vais tout faire le week-end », eh ben ça marche pas. Donc faites-le par jour. Alors déjà, d'où viennent les 10 000 pas par jour? Première chose, les 10 000 pas par jour, ça vient du japonais. C'est-à-dire qu'en gros, en japonais, tu as un terme qui c'est Ichiman. Et Ichiman, ça veut dire 10 000. Et en gros, pour les Jeux de Tokyo, pas les Jeux de 2020, ceux qui ont eu lieu dans les années 60, quelque chose comme ça, il y avait une compagnie qui a lancé un truc, c'était un petit appareil électronique ou quoi, où en gros on te disait faites 10 000 pas par jour. Et c'est de là d'où vient le mythe des 10 000 pas par jour qu'il faudrait absolument faire pour sa santé. On a eu plein d'études qui sont sorties récemment, des méta qui vont parler du nombre de pas optimal par jour. Elles ne sont pas toutes d'accord entre elles, mais déjà, il y a des bénéfices à partir de... On passe de 0 à 20 pas par jour, on a des bénéfices. D'accord ? Non, je plaisante, mais je veux dire par là, vraiment, quand on passe de 0 à un peu, c'est déjà mieux que de ne rien faire. Donc il ne faut pas se focaliser sur les 10 000 pas et se dire je les fais pas, c'est pas bien. T'en fais 3 000 dans ta journée, c'est déjà vachement mieux que pas rien faire. Exactement. Okay. Et on a un... Alors, ça plafonne en règle générale. En tout cas, on a un retour sur investissement qui devient bien moins important à partir de 6-8 000 pas. D'accord ? Entre 6 et 8 000 pas. Après, ça dépend beaucoup des méta, des choses comme ça. Il y en a qui trouvent quand même des bénéfices importants jusqu'à, il me semble, un truc comme 15-20 000 pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comment est-ce qu'on stratifie ça ? Généralement, ce qu'on remarque, c'est que tu as des bénéfices chez les gens qui ont tendance à peut-être moins faire d'activité physique à côté. De ce que je me souvenais, c'est que ça devient quelque chose de plutôt néfaste chez les gens, chez les jeunes actifs, à partir de genre 15-20 000 pas, ça devient même, on repart dans un côté un peu plus néfaste, alors que chez les personnes plus âgées, ça continue à avoir des bénéfices. Et moi, ce que je me dis, c'est que chez les personnes actives, du coup, ça s'accumule avec tout le reste de ce qu'elles font dans la journée. Et c'est peut-être pas génial, du coup, parce que ça accumule de la fatigue pour rien, alors que les personnes âgées qui ont peut-être tendance à être à la retraite, etc., à pas faire en fait assez d'activité physique par jour, et elles, on continue à avoir au moins un plafond qui augmente très très progressivement, mais qui quand même reste, on va dire, bénéfique. On a des bénéfices au-delà. Donc voilà, ça dépend vraiment du degré d'activité que tu fais et tout à côté. Mais est-ce que du coup on le fait, qu'on se contente de faire ça par semaine ou pas ? Est-ce qu'on se dit je fais par exemple mes 50 000 pas en 2 jours ? Eh bien c'est plutôt une mauvaise idée. C'est plutôt une mauvaise idée déjà pour la raison que 50 000 pas, ça représente un truc comme 5 heures de marche. Je pense que personne va faire 5 heures de marche en un jour. Ça va être compliqué pour l'essentiel des gens. C'est faisable. Mais rien qu'en termes d'activité physique pure, c'est pas génial. Mais en plus de ça, ce qu'on a remarqué, c'est que le plus important, c'est de casser tes phases d'inactivité par des phases d'activité. Le travail de doctorants et de chercheurs en général est souvent très sédentaire. Et donc, il importe de prendre soin chaque jour de cet aspect-là, au risque de voir votre état de santé se dégrader pile au moment où vous avez une deadline à rendre.
La marche a de plus l'avantage d'être une activité physique accessible à tous, sauf si vous n'avez pas de jambes, effectivement. Mais dans ce cas-là, pousser votre fauteuil en balade, ça compte, hein. Y compris si vous avez déjà d'autres problèmes de santé, comme l'asthme, les troubles musculo-squelettiques, dont on a parlé déjà dans l'épisode précédent, un souffle au cœur ou que sais-je. Si la simple marche de 30 minutes par jour vous pose des problèmes physiques, type essoufflement, il est urgent que vous voyez un médecin. Vous avez un problème. Par exemple, un asthme qui est mal diagnostiqué, pas traité. Si l'idée de faire de l'exercice et de prendre soin de votre corps vous semble encore une perte de temps, un temps qui pourrait être consacré à vos recherches, et ne faites pas genre vous n'y avez pas pensé, je vous vois, j'ai été à votre place. Parlons donc de ce qui vous intéresse. Le rapport de l'INSERM pour le ministère des Sports s'est penché sur les différents effets, bénéfiques comme délétères parfois, de l'activité physique sur la santé et le cerveau est au nombre des organes impactés. Le rapport montre que l'activité physique régulière ralentit considérablement les lésions cérébrales, qu'elles soient simplement liées au temps qui passe ou à l'utilisation de toxiques. Alors évidemment, ne le prenez pas comme un bon ou un blanc-seing pour aller vous murger la tronche, mais quand on sait la réalité de ce qu'est la vie étudiante, bon, on se dit que c'est déjà ça. Mieux encore, l'activité régulière s'accompagne d'une augmentation de certaines neutrophines. C'est des protéines qui sont impliquées notamment dans l'apprentissage et dans la construction de la mémoire. L'activité physique est aussi un facteur important de l'angiogénèse cérébrale, c'est-à-dire la construction des vaisseaux sanguins qui entourent le cerveau. Donc plus vous allez vous aérer la tête, plus votre cerveau sera réellement oxygéné correctement. Donc si vous voulez être efficace à votre bureau, allez prendre l'air. Enfin, il est important d'aller marcher pour votre santé mentale, surtout si vous faites face à des épisodes de stress importants, que vous vous sentez déprimé ou que votre sommeil est perturbé. Le même rapport de l'INSERM atteste que si le sport intense ou de compétition accroît le stress chez les sujets étudiés, le sport de loisir ou l'activité modérée diminue l'anxiété chez l'adulte. Sur le risque de dépression à proprement parler, les études sont plus floues. Il semblerait qu'un effet positif existe, mais qu'il soit faible. L'idée étant que c'est un bon complément, mais ça sert pas à grand chose tout seul. Qui l'eût cru que juste dire aux dépressifs d'aller se bouger un peu, ça suffisait pas à les guérir? Les bras m'en tombent. J'ai un truc sur la marche en elle-même, c'est que ce qu'on remarque, il semblerait que ça va être pour la santé mentale, surtout quand on va se balader dans la nature. Donc quand on va se balader dans la nature, il semblerait qu'il y ait vraiment un truc pour la santé mentale. Après, une activité physique de base semble aider pour au moins être en corrélation avec une meilleure santé mentale, semblerait même avoir des liens causaux. On a des études comme ça qui se confirment avec des liens causaux. J'aimerais quand même noter qu'il y a une méta-analyse qui est sortie en 2024, une énorme méta-analyse, il me semble que c'est une Umbrella Review, qui est pourrie, qui s'est fait démonter par un mec qui s'appelle Crémieux sur Twitter. Je trouve extraordinaire parce qu'il fait des super analyses et en fait elle est nulle et il faut surtout pas s'y fier parce qu'elle dit grosso modo qu'elle est plus efficace que des antidépresseurs, l'activité physique, et que c'est mieux, ça a des effets larges, etc. Et on ne peut pas conclure ça des données, elles sont vraiment pas comme ça. En revanche, on a d'autres études qui sont plus conservatrices, qui ont sorties genre 2022-2023, donc c'est aussi assez récent, qui auraient tendance à montrer que pour les symptômes dépressifs léger à modéré, on est sur une amélioration. Quand on est sur du trouble grave, là ça devient beaucoup plus compliqué parce que en fait la dépression t'empêche par exemple d'aller le faire l'activité. Donc ça peut ça peut fausser un peu tout ça. On peut se dire en fait oui très bien, mais si je peux pas le faire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je reste dans mon canapé finalement et que j'essaye de me ressourcer quoi. Donc et là à ce moment-là les médicaments sont quand même beaucoup plus appropriés parce qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose que prendre le médicament et pas besoin d'avoir plus de motivation que ça. Donc mais voilà, oui, l'activité physique supporte une santé mentale meilleure, aide dans les symptômes dépressifs légers à modérés, ce qui est peut-être pas mal parce que très souvent on n'attaque pas directement une dépression sévère, donc peut-être que
dans les premières phases de la maladie, c'est bien pour essayer de faire en sorte d'aller mieux dès le départ. Voilà, exactement. Et puis, en fait, oui, faire une activité physique, ça aide de façon générale. Moi, je pense, et j'ai plein de trucs comme ça qui me viennent vis-à-vis de ça, je pense que ça vient aussi des affordances motrices qu'on peut avoir, parce que plus on est en forme physique, plus on a l'impression qu'on peut faire plus de choses, plus on a l'impression qu'on peut faire plus de choses, plus on se sent en contrôle sur sa vie. Plus on se sent en contrôle sur sa vie, nécessairement, mieux on se sent, généralement. On pourrait rentrer dans plein d'aspects psychologiques, mais je pense que l'activité physique aide au moins en grande partie à ça. Voilà. Si vous affrontez donc ce que je dois hélas qualifier de mots habituels de la thèse, sans pour autant être déjà en phase critique, vous avez donc tout intérêt à mettre le nez dehors chaque jour. On en a déjà parlé, mais croyez-le ou non, il y a encore beaucoup à dire sur le sujet. Si vous allez bien marcher vos 30 minutes, le mieux est de penser à boire juste en rentrant, histoire de maintenir le niveau d'hydratation qu'il faut pour que votre cerveau continue de fonctionner de manière optimale. On en a parlé dans l'épisode 1, si vous voulez aller vous rafraîchir la mémoire sur le sujet. Mais si on se penche sur la question, quelle quantité faut-il réellement boire pour ne pas justement franchir ce seuil de déshydratation qui transforme votre processeur personnel en vieux Windows 95 ? Tout d'abord, mise en garde. Si vous devez boire une certaine quantité par jour, elle doit s'étaler sur toute la journée. Ne pensez même pas, comme cela est venu à l'idée de mon frère un jour d'été, à absorber toute votre ration quotidienne d'un coup pour être débarrassé. C'est extrêmement dangereux. Vous risquez ce qu'on appelle un coma hydrique, où le sang est trop dilué et l'équilibre chimique, principalement celui du sodium, s'effondre. La même chose peut se produire si vous dépassez les 5 litres d'eau par jour. Donc ici, comme partout, le mieux est l'ennemi du bien. Du coup, comment savoir combien il vous faut de flotte pour faire tourner la boîte à cerveau sans pour autant la noyer ? Eh bien, il existe une formule assez simple qui fonctionne pour tous les adultes non sportifs, non malades rénaux et non enceints. Vous prenez votre poids actuel, 46. Vous soustrayez 20 kg, 26. Vous multipliez par 15, 390, et vous ajoutez 1500. 1890, donc 1900, donc 1,9 litre. Voilà. Vous obtenez ainsi la quantité de liquide que vous devez récupérer chaque jour pour compenser vos pertes. Mais rassurez-vous, ça n'est pas la quantité à boire, c'est la quantité d'eau dont vous avez besoin et une partie est apportée dans votre organisme par votre alimentation. Je vous mets dans les ressources le lien vers un article du Vidal à ce sujet, qui contient un tableau avec la quantité d'eau contenue aussi dans chaque famille d'aliments. Retenez simplement que si, comme moi, vous avez des besoins de 1,9-2 litres par jour hors effort important, vous n'aurez besoin d'en boire qu'un seul litre si votre alimentation est majoritairement à base de légumes verts, de fruits frais et d'œufs, mais sans doute plutôt 1,5 litre si vous mangez surtout des pâtes, du riz, des légumes et des fruits secs ou encore du fromage. Mais on parlera de ce qu'il y a dans votre assiette une autre fois, un pas après l'autre. Au passage, il est bon de rappeler que si vous devez boire pour compenser l'élimination de l'eau, c'est que cette eau est éliminée. Bac plus 8 les enfants, hein. Bac plus 8. Donc, peu importe ce que vous faites dans la journée, prenez le temps d'aller pisser. Je suis ultra sérieuse. Et le sujet est tellement sérieux qu'il y a même des thèses entières écrites dessus, notamment pour le cas des enfants et des adolescents qui se retiennent d'aller aux toilettes par peur de la saleté, du manque d'intimité ou encore du harcèlement scolaire. Ouais, ça n'a pas beaucoup changé depuis mon époque, c'est triste quand même, hein. Se retenir d'aller aux toilettes est ainsi relié à toute une collection de symptômes, allant des douleurs abdominales à la constipation, surtout chez les hommes, en passant par les infections urinaires, surtout chez les femmes. Ces deux pathologies peuvent elles-mêmes se compliquer, qui avec des hémorroïdes, qui avec des pyélonéphrite, l'infection du rein. Si vous vous dites que vous n'avez pas le temps d'aller aux toilettes, dites-vous que vous avez encore moins le temps de gérer les complications que vous retenir peut engendrer. Et si vous êtes déjà stressé, en retard ou débordé comme n'importe quel thésard, vous n'avez pas besoin en plus d'avoir mal, de partir à la recherche de la pharmacie de garde pour avoir des antibiotiques ou de passer une nuit à l'hôpital. Faisez pas les cons, sérieusement. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode, on a encore bien avancé. Tous les liens des études et les ressources sont disponibles en description. N'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir plus de détails sur la ou la partie qui vous intéresse et que vous voulez voir plus particulièrement. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode
et prenez soin de vous.